Encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit le professeur Mamadou Diouf. Il est entre Dakar et New York. Professeur Mamadou Diouf est professeur d'histoire à Columbia. Professeur Dakar-New York, Dakar, finalement l'axe Dakar-New York est souvent fréquenté. Oui, c'est intéressant, non? Oui, c'est intéressant parce que c'est un axe qui est fréquenté par une communauté assez large, qui est une communauté de Sénégalais, qu'ils soient dans, si vous voulez, l'enseignement et la recherche, ou qu'ils soient des gens qui sont dans le secteur du commerce, qui sont des entrepreneurs. Et donc, c'est un espace dans lequel on rencontre beaucoup de Sénégalais qui ont des ambitions différentes, mais qui ont des ambitions à servir leur pays. C'est aussi, je pense, un canal par lequel non seulement les individus voyagent, mais les idées aussi voyagent. Donc, c'est un espace de brassage, un espace d'innovation. Qu'il s'agit du professeur Mamadou Diouf, on a parlé de fuite de cerveau. À un moment donné, les Américains nous avaient pris nos professeurs d'université. Qu'en pensez-vous de ce débat-là? En fait, c'est un terme que je récuse pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les individus font des choix qui sont des choix qui reposent sur leur motivation, sur ce qu'ils cherchent à réaliser en tant qu'individu. La deuxième chose, qui est une chose très importante, c'est que le monde de la recherche et le monde de l'enseignement est un monde qui n'est pas nécessairement national et nationalisable. C'est un monde de brassage. C'est un monde, et j'utilise souvent ce mot, c'est un monde de transaction, où on va chercher l'information, où on diffuse l'information aussi. Et en tant que tel, les sites où on est présent sont des sites qui sont reliés. Et c'est cette alliance entre les sites, cette liaison qui permet effectivement à la fois de se réaliser en tant qu'individu, mais de contribuer aussi au développement des sites d'où l'on vient. Oui, et en termes de production, il y a tellement de production venant justement des étudiants américains ou de l'élite américaine que les Africains eux-mêmes sur leur propre histoire. Mais c'est ce que je veux dire. Et c'est ça qui est intéressant. Ce tournant, et vous savez, celui qui est derrière ce tournant, c'est John Fitzgerald Kennedy. Comment? C'est lui qui va donner les ressources aux institutions américaines pour créer des centres d'études et de recherche sur les autres pays du monde, sur les autres continents, et pour ce qu'on appelle les études régionales, Area Studies. Oui, mais en termes d'illustration sur la production. Mais c'est justement ça. Mais il faut comprendre les infrastructures. Exactement. La deuxième chose qu'il va faire, il va faire le corps de la paix. Ces jeunes Américains qui vont se retrouver en Afrique et qui vont être les premiers grands linguistes américains sur les langues africaines, ce sont les gens qui ont fait le corps de la paix. Et c'est ça qui a fait leur force. Et si vous vous rappelez, l'une des institutions qui a enseigné le Wolof au Sénégal était une institution créée par deux Américains anciens corps de la paix, le Centre Baobab. Et c'est vrai, je vous parlais du village de mon père, où c'est une petite minorité de ce qu'on appelle les Sérères du Nord-Ouest, qui parlent une langue, le Palor. Aujourd'hui, probablement, l'une des dernières personnes qui parle cette langue est une Américaine qui a fait une thèse sur cette langue. Donc, et c'est ça, c'est-à-dire que le fait que l'État fédéral ait porté, si vous voulez, le fait qu'il y ait eu une impulsion africaine-américaine, le fait qu'il y a plusieurs organismes qui ont participé à financer les recherches, et le fait que la recherche américaine sur l'Afrique est une recherche où les gens apprennent nécessairement la langue. Si vous voulez faire une thèse sur le Sénégal, sur les Wolofs,
il faut aller apprendre le Wolof. Si vous voulez faire une thèse sur le Fouta, et en particulier, moi j'ai eu un étudiant qui a fait une thèse sur Cheikh Moussa Camara. Mon étudiant parlait le Wolof, le Pulaar et l'arabe. Et l'intérêt, ça a suscité beaucoup d'intérêt du côté des étudiants américains pour la destination Sénégal, par exemple. La destination Sénégal est une destination qui a toujours été attractive pour plusieurs raisons. Pour les raisons politiques, la trajectoire historique de ce pays et la question de la démocratisation, la question de la présence des confréries religieuses, la question par exemple de la laïcité. L'une des grandes questions aujourd'hui qui préoccupe la recherche américaine, c'est le fait que le Sénégal est un des rares pays à majorité musulmane et qui est démocratique. Même si on peut mettre démocratie entre guillemets, mais qui produit, si vous voulez, qui fonctionne comme une démocratie. Et finalement, cela a créé un attachement, votre attachement à Columbia, à New York, ou en termes de perspective, comment se dessine la Non, perspective? ça a amené, un peu pour terminer, c'est-à-dire l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle des systèmes dits laïques, dans les discussions, que ce soit discussions de sciences politiques, des discussions juridiques ou historiques, on parle du système français, la laïcité à la française, dont la seule réplique c'est la laïcité turque. On parle des autres systèmes, comme les systèmes anglais ou américains, et les derniers systèmes comparatifs aux deux modèles, c'est le système sénégalais et le système indien, qui sont des laïcités différentes, qui ne sont pas des laïcités de séparation de l'Église et de l'État, mais qui sont des systèmes de coexistence, où l'intérêt, c'est l'État gère de manière équidistante les rapports entre l'État et les confréries. Donc on a, comme vous disiez, une discussion qui est une discussion différente, qui est une discussion à la fois d'un cas particulier, le Sénégal si vous voulez, mais qui est aussi une discussion beaucoup plus générale sur la laïcité, sur l'État, sur les rapports entre religion et politique, mais aussi sur la migration et les conséquences de la migration chez les migrants et les conséquences de cette migration dans le pays d'accueil, le pays donc hôte et dans le pays de départ, qui n'est pas la société. Est-ce que la question du retour vous interpelle? C'est pas que cela m'interpelle à mon âge, je veux dire. Parce que pour moi, je ne suis jamais parti comme certains sont partis. Je suis toujours revenu ici. Et je suis toujours resté assez longtemps aussi. Mais ce qui est en train de se passer, c'est un mouvement beaucoup plus important qu'on ne le croit. Aujourd'hui, selon les statistiques disponibles, la majorité des jeunes Africains qui vont étudier ou travailler en Europe ou aux États-Unis reviennent en Afrique. Et ce mouvement, c'est le mouvement auquel on a assisté avec les Indiens et qui a probablement entraîné cette transformation de l'Inde. C'est que les gens ne restent plus. Des gens comme les gens de ma génération vont prendre leur retraite aux États-Unis. Les jeunes, mes enfants et les enfants des gens de mon âge, ont tendance à vivre entre les deux continents, entre les trois continents. Et pour une raison très simple. Et ils te le disent quand tu leur demandes. C'est quoi? Mais l'Afrique est le dernier territoire où on peut se faire de l'argent. Ah oui? Oui, et c'est vrai. Ah oui? Ben oui. Comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a des ressources qui restent encore des ressources inexploitées. Il y a des possibilités de transformer l'Afrique. Il y a aussi cela, ce n'est pas seulement de l'argent. Ils ont une façon de voir l'argent. Moi, ma génération, on a cru qu'on pouvait changer l'Afrique avec une révolution.
eux, ils pensent changer l'Afrique dans ce que j'appelle le temps du monde. Les grands ressorts, qui sont des ressorts qui changent. La deuxième chose qui est très... Qui change et qui les transforme. Oui, mais qui utilisent les ressources qui sont les ressources disponibles, mais qui les adaptent à un continent qui est différent. Mais il y a aussi quelque chose de plus fort psychologiquement. C'est quoi? Ils n'ont plus envie, ils veulent effacer la mauvaise image de l'Afrique. C'est un engagement. Absolument. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est très très important. Pour d'autres, c'est seulement pour se faire de l'argent et parce qu'on peut se le faire. Alors, de ce point de vue, professeur Mamadou Diouf, la transition est trouvée. Professeur, oui, actualité avec la mort de Hissène Habré. Hissène Habré a-t-il marqué son temps et son époque? Hissène Habré a vécu plus de 30 ans ici au Sénégal. Sa mort a suscité beaucoup d'interrogations. Oui, avez-vous été surpris par la mort du président Habré? J'ai été surpris par la mort du président Habré pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ces 3 à 4 derniers mois, sa femme s'est beaucoup, en fait, entre guillemets, agitée pour, en fait, parler de la situation dans laquelle le président Habré se trouvait et pour essayer au moins de trouver une solution qui lui permettrait d'être dans des conditions qui étaient les conditions différentes des conditions carcérales, en particulier dans le contexte qui est le contexte du Covid. Mais encore une fois, c'était une discussion qui était portée par la situation. Mais je ne pensais pas, même si on a beaucoup parlé de sa situation en termes de santé, je ne pensais pas qu'il était, si vous voulez, dans ce type de situation, tout près de la mort. Oui, alors que dire des conditions de sa mort? Oui, le Sénégal s'est-il détourné de sa tradition de terre d'accueil et d'hospitalité? Je ne pense pas, parce qu'il faut mettre, si vous voulez, ce qui s'est passé avec le président Habré dans un contexte, qui est le contexte précis de son arrivée au Sénégal et de sa, disons, du fait qu'on l'ait traduit en justice à un moment précis, comme vous dites, presque 25 ans après son arrivée dans ce pays. Je ne sais pas, et probablement on aura des informations plus importantes dans l'avenir, des conditions dans lesquelles le président Habré est arrivé à Dakar et que l'État sénégalais lui a offert l'exil. Et ça, c'est aussi débattu. A-t-il eu vraiment, de manière institutionnelle, lui a-t-on offert l'exil? Mais il est très clair que le gouvernement sénégalais a accepté de l'accueillir. Le gouvernement sénégalais a accepté sa présence. Sous le règne d'Abdou Diouf. Oui, ce qui n'était pas le cas, en fait, de beaucoup de pays d'Afrique centrale et beaucoup de pays d'Afrique qui n'étaient pas prêts à l'accueillir. Mais si on maintenant revient à ce qui s'est passé et qui a amené la traduction en justice du président Habré et sa condamnation, le Sénégal ne l'a pas jugé. Ce que le Sénégal a accepté, c'est la mise en place de ce qu'on a appelé les chambres africaines extraordinaires pour le juger. Et oui, mais le Sénégal pouvait ne pas faire partie de ça. Est-ce que les Sénégalais pouvaient le faire? Ils ne pouvaient le faire que s'ils étaient capables d'éviter que cette demande soit faite. Parce que le Sénégal est partie prenante d'accord au sein de l'Union africaine et ces accords permettent de mettre en place. Le Sénégal les a signés. À moins de sortir de ça, oui, parce qu'il y a beaucoup de pays quand même, beaucoup de présidents qui se trouvent être dans la même situation qu'Habré et n'ont pas été livrés par leur pays d'accueil. Prenez l'exemple de Complé. 2 cas sont des cas différents.
cette pression Sur qui? sur l'État, bien sûr, Sur l'État sénégalais, vous oui, voulez dire? Oui. et une pression qui était faite par les organisations internationales, parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi. Quelquefois, le jugement qu'on peut porter sur Habré, il y a eu effectivement, parce qu'on oublie tout le temps le conflit dans lequel, disons, l'environnement dans lequel Habré émerge, qui est un environnement super violent, où il y a des batailles dans lesquelles... C'est un contexte de guerre. Oui, dans lesquelles sont, disons, sont participants de l'Ouest, la Libye, et bien sûr, les différentes factions tchadiennes. La faction de Goukouni, la faction de Hissène Habré, la faction des anciens, disons, de l'ancien mouvement de libération du Tchad, les conflits entre le nord et le sud du Tchad, les conflits qui sont des conflits à la fois ethniques, mais aussi des conflits religieux, les batailles à l'intérieur des clans. Et c'est tout ça qui fait une situation explosive, une situation de violence. Et Habré a participé à cette violence. C'est pour ça qu'il a été condamné pour 3 crimes. Le crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de torture. Et ça a été porté par des mouvements qui sont des mouvements tchadiens, mais aussi des mouvements de société civile qui sont des mouvements internationaux. Mais financé par qui? Quand même. Financé par les différentes forces qui ont participé, y compris on a dit que... C'est la justice des vainqueurs. Mais bien sûr, Oui, mais on a voilà. aussi dit que le président Déby a effectivement participé à faire ça, mais ça c'est de bonne guerre et c'est la logique de la bataille, en fait, qui a continué entre Déby mais si vous prenez le cas de Mengistu, Oui. c'est un cas qui est intéressant parce que, en fait, probablement les Éthiopiens n'investissent pas beaucoup pour le ramener. C'est presque un moment qui est un moment clos dans l'histoire de l'Éthiopie. Et aujourd'hui, les grandes crises éthiopiennes sont des crises qui tournent autour de la crise actuelle, qui est une crise terrible, qui a fait reculer l'Éthiopie de presque 20 ans par rapport à ce qui a été accompli durant toute la période de la chute du gouvernement de Mengistu Haile Mariam à l'émergence du pouvoir de Mélès. Oui. Alors, je pense que c'est aussi intéressant de voir la posture qu'incarnent les présidents en exercice. Vous avez suivi sous le cas Abdoulaye Wade avec Kadhafi. Oui, les images circulent encore dans nos têtes où le président Abdoulaye Wade demandait à Kadhafi de se livrer. Vous avez suivi de la même manière aussi comment Hissène Habré est mort. Comment analysez-vous la posture qu'incarnait par les 2 présidents sénégalais, Abdoulaye Wade avec Kadhafi, Macky Sall avec Hissène Habré? Mais ça démontre quelque chose de très simple. Oui. C'est que les présidents africains sont aussi l'objet de pressions, que ce soit les pressions continentales de l'organisation, dans le cas de Habré, que ce soit les pressions, disons, des puissances occidentales, dans le cas de Kadhafi, ou Wade, qui était l'un des alliés principaux de Kadhafi, s'est retourné contre lui. Et il s'est retourné contre lui parce que, justement, il y a eu des pressions à la fois des États-Unis, mais aussi les pressions de la France. Et que Wade a cru qu'il pouvait tirer avantage politiquement de cela. Pour le président Macky Sall, je ne sais pas quel est l'avantage politique qu'il pouvait tirer disons, en acceptant que Kadhafi soit traduit devant les Habré soit traduit devant les chambres africaines, mais il est très clair que sa marge de manœuvre était très réduite, parce que le Sénégal s'était engagé dans ces procédures-là. Alors, parlez-nous finalement de l'homme Habré. A-t-il marqué son époque? A-t-il justement marqué les consciences? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Sa particularité, c'est sa complexité.
il est à la fois le produit de l'histoire du Tchad, mais il est aussi le produit de l'histoire coloniale. Kadhafi est un administrateur formé à l'école nationale de l'administration française. Donc c'est à la fois quelqu'un qui est la culture de son groupe Toubou, la culture religieuse, la culture intellectuelle, la culture des gens du désert. Mais il a aussi la culture coloniale, la culture du temps du monde. Et c'est cela qui fait sa complexité et son ambiguïté. Ce qui fait qu'il s'est trouvé dans une situation où il se trouve à la fois en conflit à l'intérieur de ces groupes qui sont les groupes du nord du Tchad, qui ont une culture islamique, qui ont un mode de vie nomade, et en même temps un engagement qui est un engagement nationaliste, le refus de la domination de l'Afrique du Nord, mais aussi à des moments la résistance contre l'impérialisme français. Et Habré aussi entre les deux et fonctionne à l'intérieur. Le livre qu'a écrit Moriba Magasuba met l'accent sur cette complexité et qui fait que la gauche africaine, dans une certaine mesure, a toujours été divisée dans l'appréciation d'Habré. Et les relations, si vous voulez, les comparaisons entre Habré et celui qui était son ennemi principal avant d'être défait par Idriss Déby, c'était Goukouni Ouaddai. Et ce que les gens ont trouvé d'assez extraordinaire, c'est pour ça que les Occidentaux l'ont soutenu dans une certaine mesure, ça a été sa capacité de développer une résistance contre l'expansionnisme libyen, notamment dans la bande d'Aouzou, mais le fait qu'avec effectivement Idriss Déby, ils ont été capables de défaire Kadhafi et de le contenir. Et l'idée de contenir Kadhafi était aussi une des exigences de la politique étrangère française. Et c'est pour ça que les Français l'ont soutenu à un certain moment. Finalement, quel enseignement tirer suite à sa disparition? L'enseignement à tirer, c'est qu'il faudrait qu'on retourne faire de la recherche pour savoir exactement quelles sont, quelles sont les informations qui sont les informations disponibles pour pouvoir comprendre pas seulement Habré, mais un moment dans l'histoire de l'Afrique, un moment dans l'histoire de cette zone. Et ce moment dans l'histoire de cette zone est un moment qui reste encore important à cause de la crise dans le Sahel et qui a fait de l'armée du Tchad l'armée la plus efficace et la plus puissante de notre région. Oui, alors qu'il soit enterré, je veux parler du président Habré, qu'il soit enterré à Yoff, au cimetière musulman de Yoff, il est le deuxième président à être enterré dans ces cimetières. Alors finalement, quelle signification? Parce qu'il y a eu le président antérieurement de Ahidjo, le président Cameroun. Amadou Ahidjo. Vous avez raison. En fait, c'est une question importante, mais en même temps, c'est une question qui permet de voir effectivement que on les enterre au Sénégal parce qu'on ne peut pas les enterrer dans les conditions qui sied au rôle qu'ils ont joué. Et ce que et leurs familles et leurs partisans attendent, c'est-à-dire qu'ils soient enterrés dans les honneurs. Et si vous voulez, cet enterrement au Sénégal est un enterrement d'attente, autant pour Ahidjo, Amadou Ahidjo, que pour Hissène Habré. Et on peut imaginer qu'un jour, il pourrait retourner dans les honneurs chez eux et être... C'est les conditions exigées par sa famille. On a suivi la déclaration de son fils absolument. Qui compte réhabiliter leur père. Absolument, ils peuvent pas. Idéologiquement, quelle forme de réhabilitation?
La forme de réhabilitation, idéologique ou oui? Ça peut être une forme très simple, qui est une forme à la fois sociale et si vous voulez, idéologique et religieuse. L'idée qu'ils ont quand même joué un rôle dans l'histoire de leur pays. Qu'on soupèse ce qui est positif et ce qui est négatif dans le rôle, mais ils appartiennent à un territoire duquel ils ont participé à l'histoire de ce territoire. Et cette idée, c'est effectivement de les enterrer là où il sied mieux de le faire. Alors, est-ce que cette trajectoire de Hissène Habré, du président Habré, peut-il marquer justement la conscience collective, la jeunesse africaine? Bien sûr. Je pense que ce qui est important aujourd'hui en Afrique, si on est vraiment décidé à penser ce continent à partir de son histoire, à partir de ses valeurs qui sont des valeurs changeantes, à partir de ces traditions qui sont des traditions changeantes, toutes les expériences sont des expériences importantes à penser pour en tirer des conclusions. Parce que c'est cela qui va nous permettre de produire une vision et de pouvoir avoir un projet en apprenant de toute une série de choses. Ce n'est pas seulement le cas de Hissène Habré, ce n'est pas seulement, si vous voulez, si on parle en Afrique du Nord, le cas de Muammar Kadhafi, mais c'est aussi, par exemple, ce qu'on appelle la réussite, qui est la réussite du Rwanda. Pourquoi ça a été possible? C'est aussi penser, comme je disais tout à l'heure, par exemple, moi je viens de signer avec plusieurs collègues une déclaration qui a été élaborée par l'une de mes collègues qui est une Éthiopienne sur la situation en Éthiopie. C'est aussi penser pourquoi l'Éthiopie, c'est un des rares pays qui a tenté et qui a créé une espèce de fédération ethnique, de territoire ethnique. Et vous savez, la crise, c'est chaque fois qu'il y a eu des tentatives de centralisation autour des Amara et des Oromo, il y a eu une crise en Éthiopie. Et c'est cette crise qui est revenue. Mais ça, il faut les penser. Il faut penser ce qui s'est passé à la fin du mandat de Gbagbo et les crises préélectorales. Il faut penser ce qui s'est passé. Il faut aussi penser ce qui s'est passé à partir de 1994 en Afrique du Sud jusqu'à présent et pouvoir continuer à tirer des conclusions des expérimentations et des expériences africaines pour pouvoir avancer, pour constituer ce qu'on pourrait appeler une bibliothèque africaine. Cette bibliothèque africaine qui permettrait non seulement de produire des outils pour comprendre la trajectoire des sociétés africaines. Alors, finalement, les morts de Muammar Kadhafi, de Hissène Habré, sont-elles révélatrices de l'émergence d'une conscience africaine? Je pense, mais avec beaucoup d'ambiguïté, si vous voulez. Mais le fait que, si vous voulez, ce qu'on appelle les organisations de la société civile, même si je suis très réticent, pour moi, changer la politique d'une société, c'est s'engager politiquement. Mais les sociétés civiles sont importantes parce qu'elles participent à l'éveil des consciences, parce qu'elles participent à cet extraordinaire travail pour équiper le citoyen à exercer sa citoyenneté, qui est plus importante que le leadership. On parle tout le temps de leadership en Afrique, mais ce qui est le plus important, c'est l'exercice citoyen, qui définit des droits et des devoirs. Et cela, si on n'y arrive pas, et qu'on ne peut arriver que en comprenant la trajectoire de ces sociétés africaines, en créant des outils pour comprendre ce qui nous arrive, au lieu d'aller chercher, d'aller emprunter les outils d'ailleurs,
qui répondent à une histoire qui n'est pas la nôtre. Donc, il est vrai que ces sociétés civiles ont participé à ouvrir et à multiplier les horizons, qui sont les horizons d'investigation, mais aussi les horizons d'intervention pratique. Et de réflexion. Absolument. Justement, la transition est toute trouvée pour parler de politique. Professeur Mamadou Diouf, professeur d'histoire à Columbia, professeur, oui, politique, une grande alliance de l'opposition composée du PUR de Serigne Moustapha Sy, mais également de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, du PASTEF de Ousmane Sonko. Oui, une grande alliance pour faire face à la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Quelle appréciation faites-vous justement de cette grande alliance qui est annoncée? Cette alliance est conforme à l'histoire de ce pays. En quoi? Parce que les combats politiques qu'il y a eu dans ce pays depuis le départ de Senghor et l'arrivée de Diouf, c'est des combats entre des coalitions politiques. Où en fait on ne voit pas des confrontations de parti à parti, on voit des confrontations. Et c'est ce qui explique souvent la difficulté et quelquefois le caractère alambiqué, si vous voulez, des trajectoires politiques sénégalaises. Et notamment en fait ce qui est le plus décrié, la transhumance. Parce que justement les confrontations sont des confrontations de coalition et qu'il y a une coalition au pouvoir, le Benno Bokk Yakaar. En fait, l'opposition ne peut pas venir en ordre dispersé, voire combattre dans les meilleures conditions possibles la coalition au pouvoir. Et ce qui est intéressant à voir justement, c'est le fait que la coalition qui est mise en place semble, qui est en train d'être mise en place, semble être une grande coalition avec un noyau. PUR, PASTEF, Taxawu Sénégal, Parti démocratique sénégalais et beaucoup d'autres partis. Oui. Et c'est pour ça que je parlais d'un noyau. Oui. Et ce noyau va être rejoint par d'autres partis. L'intérêt, c'est que ces groupes semblent être les groupes les plus représentatifs. Certains de ces groupes semblent être les groupes les plus représentatifs. La deuxième chose, c'est que cette coalition telle qu'elle est pensée, semble être pensée en relation avec les transformations qui ont eu lieu ces derniers temps. Oui, et l'arrivée en fait d'une nouvelle force, qui est le PASTEF, oui. Et qui semble représenter une force très importante et qui fait de la politique de manière différente. En quoi? Parce que c'est un parti qui ne fait pas partie de l'histoire des alliances des partis sénégalais. Mais c'est aussi un parti qui a été créé par quelqu'un qui semble sortir d'une tradition qui est la tradition du fonctionnaire. Et du fonctionnaire qui utilise dans une certaine mesure des ressources qui sont les ressources politiques, qui sont les ressources administratives, qui sont les ressources aussi religieuses, et qui semblent raisonner très très bien, parce qu'il sort, si vous voulez, et des contraintes qui sont les contraintes confrériques, il sort des contraintes qui sont les contraintes idéologiques, mais il sort aussi des contraintes qui sont des contraintes générationnelles. Quand ce que j'appelle contraintes générationnelles, c'est le fait que on revendique l'appartenance à une tradition. Sonko semble ne pas sortir de tradition, mais aussi le fait que quelque part dans une région, ils ont une résonance qui est très très importante, la région sud du Sénégal. C'est tout ça qui fait qu'il y a une redistribution des cartes. Et cette alliance semble tenir en compte cette redistribution des cartes pour d'abord instaurer un système dans lequel probablement il serait plus facile de gérer la compétition. C'est pour ça qu'il y a... Oui. Parce qu'on reconnaît que X
est plus fort que nous. Et la dernière chose qui semble importante, si on en croit ce que les gens de PASTEF disent, c'est que si vous comparez toute l'histoire du Sénégal, presque toute l'histoire du Sénégal en termes de choix des candidats, le candidat a toujours été choisi par le chef de l'État, qui était le chef de parti, tous les partis. Et ici? Le président Macky Sall passe son temps à dire aux gens, il ne faut pas être candidat, je vais choisir. C'est ce qu'il dit. C'est lui. De toute façon, ils lui ont donné carte blanche à la dernière réunion. Oui. C'est ce que j'allais dire. Non, il disait ça. Ils lui ont donné carte blanche. On voit très bien que ça ne marche pas. Il y a effectivement déjà des gens qui se sont déclarés candidats sans attendre. Et même il y a des gens qui disent, comme Marito, il est candidat à Saint-Louis, période. Et il n'attend pas que le président l'adouble ou pas. Parce que, et cette coalition dit que les bases vont choisir les candidats. Qui c'est, PASTEF? Oui. PASTEF dit ça. Est-ce que la coalition va faire ça? Mais il est très clair, c'est ça qui est fait. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est probablement ça qui explique pourquoi certains dirigeants de l'opposition sont en train de ruer dans les brancards. Oui. Parce que l'habitude, c'est effectivement de traiter